Chapitre 1, l'homme derrière le rideau. Jonathan Hampton se tenait aux fenêtres du plafond de son bureau en Attique, en Floride, regardant la rivière Potomac couler sous la brume matinale. À 45 ans, il avait bâti un empire que peu de gens pouvaient comprendre. Aux yeux du public, il était le PDG de Hampton Strategic Consulting, un cabinet qui conseillait les entreprises du Fortune 500 en gestion de crise. Pour ceux qui comptaient à Washington, il était bien plus précieux. L'homme qui savait où chaque squelette était enterré. Son parcours vers le pouvoir n'avait pas été conventionnel. Né d'une mère célibataire dans une région rurale de Virginie, Jonathan avait gravi les échelons grâce à la formation juridique de Georgetown, aux bourses d'études et à une détermination sans faille. Son premier emploi au Pentagone, en tant qu'analyste junior, lui avait ouvert des portes dont la plupart ignoraient l'existence. Tandis que d'autres se concentraient sur l'ascension des échelons de l'entreprise, Jonathan avait cartographié les réseaux invisibles qui contrôlaient réellement l'Amérique. Il avait cultivé des relations avec les chefs de cabinet des sénateurs, s'était lié d'amitié avec les bonnes personnes et les agences de renseignement, et avait peu à peu construit un réseau d'influence qui s'étendait du Capitole à l'Anglais. L'ironie du sort ne lui avait pas échappé, son succès avait attiré Carolina Miranda, une superbe professeure de sciences politiques à Georgetown, lors de leur rencontre lors d'une cérémonie diplomatique 8 ans plus tôt. Sa beauté l'avait captivé, mais c'est son intelligence vive et son ambition qui avaient scellé son intérêt. Carolina était issue d'une famille aisée. Son père, l'ambassadeur Ricardo Miranda, avait servi dans 3 administrations. Elle comprenait le pouvoir, du moins c'est ce que Jonathan pensait. Leur mariage avait été une sorte de fusion. Carolina apportait relations sociales et légitimité à la fortune de Jonathan. Tandis qu'il lui fournissait les ressources nécessaires à la poursuite de ses propres ambitions, elle quitta le monde universitaire pour se consacrer au conseil, obtenant finalement un poste au sein du Conseil consultatif de politique étrangère du département d'État. Mais récemment, quelque chose avait changé. L'instinct de Jonathan, aiguisé par des années d'analyse des gens et des situations, sentait le danger dans sa propre maison. Carolina était devenue distante, recevant des appels téléphoniques mystérieux et effectuant des déplacements inexpliqués. Son ordinateur portable, autrefois laissé ouvert par négligence, était désormais protégé par un mot de passe. Plus révélateur encore, elle avait commencé à poser des questions subtiles sur son travail. Des questions qui dépassaient la simple curiosité conjugale. Le téléphone de Jonathan a été intercepté. Vincent Benjamin, son chef de sécurité et ancien opérateur de la Delta Force, est apparu sur l'écran d'affichage. « Monsieur, nous avons terminé la surveillance. Le balayage que vous avez demandé. Vous devez voir ceci immédiatement. Mon bureau dans 10 minutes. » Vincent est arrivé avec une tablette contenant des semaines de renseignements compilés. Les photos ont glacé le sang de Jonathan. Carolina entrant dans un hôtel avec le colonel Eric Lester de la division des opérations stratégiques du Pentagone. Le même hôtel plusieurs fois en 3 mois. Mais ce sont les enregistrements audio qui ont transformé les soupçons de Jonathan en une fureur froide et calculée. Jonathan ne soupçonne rien. La voix de Carolina était claire comme du cristal grâce à l'enregistreur que Vincent avait installé dans sa voiture. Il est tellement concentré sur ses précieux clients qu'il ne voit pas ce qui se passe sous son nez. La voix d'Eric répondit, « Le plan est solide, Carolina. Mes contacts et les services de renseignement militaire sont prêts à agir. Dès que nous aurons des preuves concrètes de ces opérations de surveillance illégale, nous pourrons le faire tomber. Tu auras tout obtenu lors du divorce et j'obtiendrai la promotion qu'on m'a promise pour avoir révélé une menace à la sécurité nationale. » Jonathan posa la tablette avec précaution, son expression immuable. Vincent avait travaillé avec lui assez longtemps pour reconnaître le calme mortel qui précédait ses décisions les plus impitoyables. « Depuis combien de temps le savez-vous » demanda Vincent. « Je m'en doutais depuis des semaines. » Vous l'avez confirmé. Jonathan se dirigea vers son coffre-fort et sortit un dossier dont peu de gens connaissaient l'existence. Carolina pense traquer un loup. Elle est sur le point d'apprendre qu'elle vit avec un dragon. Le dossier contenait des informations susceptibles de renverser des gouvernements, des enregistrements de sénateurs discutant de contributions électorales illégales, des photos de juges fédéraux occupant des postes compromettants, des preuves d'opérations de la CIA violant le droit international. Ce n'était pas seulement un moyen de pression, c'était des munitions politiques nucléaires. « Quel est le jeu, patron » demanda Vincent. Jonathan sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans tout cela. Laissons-les croire qu'ils gagnent. Eric Lester veut jouer dans la cour des grands. Voyons comment il gère la vraie partie. Chapitre 2,
le gambit du colonel. Le colonel Eric Lester, assis dans son bureau du Pentagone, examinait les rapports de renseignement fabriqués qui allaient bientôt anéantir Jonathan Hampton. À 38 ans, Eric avait passé 15 ans à bâtir sa carrière militaire avec un seul objectif, devenir général avant 40 ans. Le problème était que les promotions légitimes prenaient trop de temps, et la patience d'Eric était à bout. Sa relation avec Carolina avait débuté de manière assez innocente. Ils s'étaient rencontrés lors d'une réception du ministère de la Défense où elle était consultante sur une initiative de politique étrangère. Eric avait été immédiatement attiré par sa sophistication et sa connaissance approfondie des structures du pouvoir à Washington. Lorsqu'il apprit qu'elle était mariée à Jonathan Hampton, son intérêt devint stratégique. Eric avait entendu des rumeurs sur les véritables activités de Hampton depuis des années. Les agents du renseignement parlaient à voix basse du consultant qui, d'une manière ou d'une autre, connaissait des informations classifiées avant qu'elles ne le soient. Certains le qualifiaient de patriote ayant contribué à prévenir les failles de sécurité. D'autres le qualifiaient de dangereux courtier en information, qui opérait en dehors des limites légales. Carolina s'était montrée étonnamment réceptive à ces avances. Au cours de leur liaison, elle avait révélé des détails intimes sur les opérations de Jonathan, son réseau d'informateurs, ses méthodes de collecte de renseignements et, surtout, ses faiblesses. Eric comprit qu'il avait trouvé son billet pour le grade de général tant convoité. Les preuves sont convaincantes, monsieur, déclara Eric au général de brigade Raymond Singleton lors de leur briefing hebdomadaire. La compagnie de Hampton a mené des opérations de surveillance illégale contre des fonctionnaires fédéraux. Nous avons le témoignage de sa femme confirmant ses activités. Le général Singleton, un officier intègre qui avait gravi les échelons par des voies légales, fronça les sourcils en lisant le rapport. C'est grave, colonel. Si Hampton compromet réellement la sécurité nationale, nous devons agir avec détermination. Je recommande que nous nous coordonnions avec la police militaire pour une détention immédiate, suggéra Eric. Compte tenu du caractère sensible de l'affaire, nous devrions gérer cette affaire en interne avant d'impliquer les autorités civiles. Ce qu'Eric ignorait, c'est que le général Singleton avait servi aux côtés de Vincent Benjamin en Irak. Une simple mention du nom de Hampton avait incité Singleton à passer un appel téléphonique discret. Le général savait désormais précisément qui était Eric Lester et contre qui il travaillait. Pendant ce temps, Carolina jouait son propre jeu dangereux. Dans sa maison de Georgetown, elle rencontra Wendell Jacobs, un ambitieux entrepreneur de la défense qui lui promettait une fortune inimaginable. Une fois Jonathan éliminé comme concurrent, Eric déménage demain. Carolina dit à Jacobs, la police militaire arrêtera Jonathan pour trahison. Une fois qu'il sera en détention, j'aurai accès à ses dossiers. Nous pourrons démasquer tout son réseau et prétendre que nous travaillons sous couverture pour l'arrêter. Jacob sourit. Et je serai parfaitement placé pour obtenir ses contrats les plus précieux. Votre mari a bâti un véritable empire, Carolina. Dommage, il ne sera plus là pour en profiter. Ce que ni Carolina ni Jacobs ne savaient, c'est que Jonathan leur fournissait des informations depuis des semaines. Chaque document qu'il pensait avoir volé. Chaque enregistrement qu'il croyait être la preuve de ses crimes avait été soigneusement conçu pour les mener exactement là où Jonathan le souhaitait. Dans un centre sécurisé à l'extérieur de Washington, les véritables dossiers de Jonathan restaient intacts. Son véritable réseau d'informateurs poursuivait son travail, ignorant que leurs identités n'avaient jamais été compromises. Plus important encore, ses secrets les plus dangereux, ceux qui pourraient renverser des gouvernements, restaient précieusement cachés. Tandis que Carolina célébrait ce qu'elle croyait être la chute imminente de son mari, Jonathan avait 3 coups d'avance, orchestrant une partie d'échecs où ses adversaires ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient des pions. Chapitre 3. Les titans du web. Le matin de ce que Carolina croyait être l'arrestation de Jonathan commença comme tous les autres. Jonathan l'embrassa pour lui dire au revoir dans leur manoir du Ptoïque. Son attitude ne laissait présager aucune tempête imminente. Il avait étudié la trahison de sa femme ressemblait à une campagne militaire, cartographiant chaque alliance et chaque faiblesse jusqu'à ce qu'il comprenne toute l'ampleur de sa trahison. La révélation la plus douloureuse n'était pas la liaison. L'investissement émotionnel de Jonathan dans leur mariage était mort depuis des mois. C'était la découverte que Carolina fournissait des informations à Wendell Jacobs depuis plus d'1 an. Des informations qui avaient coûté à Jonathan 3 contrats majeurs et failli exposer 2 de ses sources les plus précieuses. Sa trahison n'était pas seulement personnelle. Elle était potentiellement catastrophique pour ceux qui lui avaient confié leur vie. Chez Hampton Strategic Consulting,
Jonathan a convoqué une réunion d'urgence avec son entourage proche. Outre Vincent Benjamin, le groupe comprenait Trudy Hill, sa directrice financière et ancienne analyste de la NSA, et Philippe Brewer, son conseiller juridique, ancien procureur fédéral. C'est aujourd'hui qu'il passe à l'action, a annoncé Jonathan. Eric a convaincu ses supérieurs d'autoriser mon arrestation. Carolina pense qu'elle héritera de mon empire. Jacobs pense qu'il obtiendra mes contrats gouvernementaux. Trudy a consulté les documents financiers sur son ordinateur portable. Nous avons retracé la piste de l'argent. Jacobs a versé des paiements à Eric via une société écran aux îles Caïmans. L'affaire était purement transactionnelle. Carolina obtient la moitié de vos biens lors du divorce. Eric obtient son étoile de général pour vous avoir dénoncé, et Jacobs élimine son principal concurrent. Philippe a examiné les documents juridiques. Les accusations de trahison reposent sur des preuves fabriquées de toutes pièces, mais elles resteront suffisamment longtemps pour geler vos avoirs et détruire votre réputation. À court terme, ils atteindront leurs objectifs. Jonathan s'est dirigé vers un écran mural affichant un organigramme complexe. Ils ont commis une erreur critique. Ils ont supposé que j'avais agi illégalement pendant toutes ces années. Il a touché l'écran, révélant une deuxième couche d'informations. Chaque source, chaque opération, chaque renseignement que j'ai recueilli a été mené sous l'autorité légale appropriée. Le silence est tombé dans la salle lorsque les implications sont devenues claires. Vincent a été le premier à comprendre. Vous n'êtes pas un simple consultant. Vous travaillez directement pour le directeur adjoint du renseignement national et êtes mon gestionnaire depuis 8 ans. Jonathan a confirmé. Chaque contact étranger que j'ai cultivé, chaque information classifiée à laquelle j'ai eu accès, chaque opération que j'ai menée, cette opération a été sanctionnée au plus haut niveau. Mon entreprise criminelle est en réalité l'une des opérations de renseignement humain les plus réussies du gouvernement. Trudy siffla doucement. Alors, quand ils vous arrêteront pour trahison, ils arrêteront un agent de renseignement décoré. Philippe termina. Les retombées politiques seront spectaculaires. Le téléphone de Jonathan sonna. L'afficheur indiquait un numéro du Pentagone. Monsieur Hampton, ici le sergent-chef Chuck Brooks du 519e bataillon de police militaire. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour trahison contre les États-Unis. Veuillez vous présenter immédiatement à nos locaux pour traitement. Je serai là dans l'heure, sergent. Jonathan répondit calmement. Après avoir raccroché, il se tourna vers son équipe. La première phase commence maintenant. Trudy, lance le protocole prometteur. Philippe, prépare la riposte légale. Vincent, tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors que Jonathan se préparait à son arrestation, Carolina célébrait déjà au Four Seasons avec Eric et Jacobs. Elle avait déposé les papiers du divorce le matin même, confiante que son mari serait bientôt trop déshonoré pour la combattre au tribunal. Un nouveau départ, trinqua Jacobs en levant sa coupe de champagne. À la justice, ajouta Eric en consultant son téléphone pour savoir comment l'arrestation de Jonathan avait été arrêtée. Carolina sourit, imaginant l'expression de Jonathan lorsque les menottes se seraient enclenchées. Elle ignorait que son mari avait passé des semaines à préparer ce moment précis, ni que sa célébration allait se transformer en funérailles pour ses propres ambitions. À 15h47, alors que la police militaire escortait Jonathan Hampton dans ses locaux, la vengeance la plus élaborée de l'histoire de Washington commença à se dérouler. Chapitre 4, l'appel téléphonique qui changea tout. Le poste de police militaire vibrait d'une énergie nerveuse tandis que la nouvelle de l'arrestation de Jonathan Hampton se répandait au Pentagone. Le colonel Eric Lester arpentait son bureau, attendant la confirmation de la réussite de son plan. C'était censé être son moment de triomphe, l'opération qui lui assurerait une promotion et éliminerait l'homme qui, sans le savoir, s'était dressé sur son chemin pendant des années. Dans la salle d'interrogatoire, Jonathan était assis calmement en face du sergent-chef Chuck Brooks et du capitaine Angel Bautista, les enquêteurs affectés à son affaire. Son sang-froid les déstabilisa. La plupart des personnes accusées de trahison manifestaient au moins une certaine anxiété. Monsieur Hampton, commença le capitaine Bautista, votre femme a témoigné que vous meniez des opérations de surveillance illégale contre des fonctionnaires fédéraux. Elle prétend avoir des preuves de vos activités. Jonathan hocha la tête pensivement. Carolina a effectivement été très minutieuse dans sa documentation. Dites-moi, capitaine, le colonel Lester vous a-t-il informé de l'étendue de ces allégations? Les officiers échangèrent un regard. Le sergent Brooks consulta ses notes.
Le colonel Lester avait fourni les premiers renseignements qui avaient mené à cette enquête. Prétendez-vous que ces informations sont inexactes? Pas inexactes, répondit Jonathan. Incomplètes? Très incomplètes. Il se renversa dans son fauteuil. Je voudrais passer mon appel maintenant. Le capitaine Bautista fit un geste vers le téléphone mural. Vous avez le droit de contacter un avocat. Qui appelez-vous? La réponse de Jonathan figea les deux officiers. La Maison-Blanche? Le sergent Brox rit nerveusement. Monsieur, ce n'est pas un film. Vous ne pouvez pas appeler la Maison-Blanche comme ça. Jonathan composa calmement un numéro de mémoire. Après 2 sonneries, une voix professionnelle répondit. Salle de crise de la Maison-Blanche. Ici Barry Howell. Barry, ici Jonathan Hampton. Code d'autorisation, Raven 77 Echo. Je dois parler immédiatement à la chef d'état-major adjointe, Cassandra Livingston. Jonathan Jésus, quelle est votre situation? Je suis actuellement détenu par la police militaire pour de fausses accusations de trahison. Quelqu'un leur a fourni de fausses informations sur mes opérations. Tenez-vous prêts. La ligne resta silencieuse pendant 30 secondes, tandis que les officiers fixaient Jonathan avec une incrédulité croissante. Lorsque la voix revint, elle exprimait l'autorité indéniable du bureau exécutif. Jonathan, ici Cassandra. Nous suivons votre situation en temps réel. Êtes-vous blessé? Négatif. Mais nous avons une faille de sécurité importante. L'opération a été compromise par des acteurs hostiles au sein du Pentagone et du secteur civil. Compris. Les protocoles de protection des dirigeants sont désormais en vigueur. Attendez-vous à une intervention immédiate. Jonathan raccrocha et se tourna vers les officiers stupéfaits. Messieurs, vous devriez peut-être appeler votre commandant. La situation est sur le point de dégénérer rapidement. Moins d'1 heure plus tard, Leonard Adams, chef d'état-major adjoint, arrivait au poste de police militaire, accompagné de 2 agents des services secrets et d'un procureur général adjoint. Derrière lui marchait le général Raymond Singleton, dont l'expression laissait entendre que quelqu'un allait subir de graves conséquences. Libérez Monsieur Hampton immédiatement, ordonna Adams. Cette détention est non autorisée et compromet potentiellement les opérations de sécurité nationale en cours. Le capitaine Bautista balbutia. Monsieur, nous avons reçu des ordres du colonel Lester, fondés sur des renseignements du colonel Lester. Le général Singleton, interrompu, a été relevé de ses fonctions dans l'attente d'une enquête pour abus d'autorité et possible trahison. Où est-il maintenant? Alors que le chaos régnait au poste de police militaire, Carolina reçut un appel paniqué d'Eric. Il ne se contente pas de le libérer. La voix d'Eric tremblait de peur. La Maison-Blanche intervint directement. Carolina, qu'avons-nous fait? C'est impossible, protesta Carolina, mais le doute s'insinuait déjà dans sa voix. Jonathan n'est qu'un consultant. Il n'a pas ce genre de relation. Le chef d'état-major adjoint est ici en personne. Il parle de m'accuser de trahison. Carolina, je pense que nous avons commis une terrible erreur. Pendant ce temps, Wendell Jacobs découvrait que son triomphe avait tourné au désastre. Des agents fédéraux avaient simultanément perquisitionné ses bureaux et gelé ses avoirs. La société écran qu'il avait utilisée pour payer Eric était sous surveillance depuis des mois, et chaque transaction financière constituait désormais une preuve dans une affaire de complot fédéral. Alors que Jonathan quittait le commissariat de la police militaire, libre, il appela Vincent Benjamin. La 2e phase est lancée, dit-il simplement. Le piège ne venait pas de se tendre. Il avait été parfaitement exécuté. Carolina, Eric et Jacobs avaient révélé toute l'étendue de leur complot, fourni des preuves de leur crime et éliminé toute possibilité de clamer leur innocence. Mais la vengeance de Jonathan ne faisait que commencer. Chapitre 5. Le dénouement. La maison de Georgetown que Carolina Miranda Hampton avait héritée de son père ressemblait à une prison tandis qu'elle arpentait frénétiquement ses élégantes pièces. 24 heures après la libération de Jonathan, son monde s'effondrait à une vitesse terrifiante. Les papiers de divorce qu'elle avait déposés avec tant d'assurance étaient désormais sans valeur. Les autorités fédérales avaient gelé tous les biens matrimoniaux, en attendant une enquête sur son implication dans ce qu'elles appelaient une conspiration complexe contre la sécurité nationale. Son téléphone sonnait sans arrêt, des appels de journalistes, d'avocats et d'anciens amis se distanciant du scandale grandissant. L'appel le plus dévastateur provenait de l'ancien collègue de son père,
l'ambassadeur Fernando Mcenil. Carolina, ton père se retourne dans sa tombe. La voix de Mcenil était glaciale de dégoût. Le nom Miranda était synonyme d'honneur et de service à ce pays depuis 3 générations. Que as-tu fait? C'est inadmissible. Je l'ignorais. Carolina protesta faiblement. Jonathan ne m'a jamais dit qu'il travaillait pour le gouvernement. Bien sûr que non. C'est ce que signifie « confidentiel ». Espèce d'idiote. Tu pensais vraiment qu'un homme avec ses relations agissait en dehors de la loi? En vérité, Carolina n'avait jamais pris la peine d'évaluer toutes les implications du pouvoir de son mari. Elle était tellement concentrée sur ce qu'elle considérait comme ses faiblesses qu'elle avait manqué les signes évidents de sa véritable autorité. Les appels nocturnes de fonctionnaires anonymes, la différence qu'ils lui témoignaient de la part de personnes qui, d'ordinaire, ne s'en remettaient à personne, la façon dont les enquêtes susceptibles d'avoir touché ses affaires étaient mystérieusement réorientées ailleurs. Tout cela paraissait absurde. À présent, au centre de détention fédéral, Eric Lester, assis dans sa cellule, contemplait la destruction de tout ce qu'il avait œuvré. Sa carrière militaire était terminée, sa pension disparue, et des accusations criminelles étaient en préparation, pouvant mener à la prison à vie. La star du général qu'il convoitait tant lui semblait désormais une farce cruelle. Son compagnon de cellule, un trafiquant de drogue du nom de Calvin Hancock, trouvait la situation d'Eric amusante. Tu croyais vraiment pouvoir faire tomber quelqu'un lié à la Maison Blanche? C'est vraiment stupide. L'avocate d'Eric, une avocate commise d'office nommée Marsha Grove, lui avait annoncé des nouvelles encore pires lors de leur entretien. Le gouvernement possède des enregistrements de chacune de vos conversations avec Madame Hampton et Monsieur Jacobs. Ils sont au courant pour le compte bancaire suisse, la société écran des îles Caïmans, et même pour vos vacances à Dubaï le mois dernier. Ils ont observé ce complot depuis le début. C'est impossible, a insisté Eric. Nous étions prudents, Monsieur Lester. Ils vous fournissaient des informations. Chaque document que vous pensiez avoir volé. Chaque preuve que vous croyiez révéler les activités illégales de Monsieur Hampton. Tout était fabriqué et vous était fourni délibérément. Vous n'enquêtiez pas sur un criminel. Vous étiez manipulé par un stratège hors pair. La révélation que Jonathan avait orchestré tous les aspects de leur complot a plongé Eric dans un désespoir plus profond que tout ce qu'il avait connu au combat. Il avait été un officier décoré, un meneur d'hommes, un soldat de carrière, et il avait été manipulé comme un amateur par un consultant civil. Pendant ce temps, Wendell Jacobs apprenait que son empire commercial avait été bâti sur des fondations de sable. Les auditeurs fédéraux s'étaient abattus sur son entreprise comme des sauterelles et découvraient que nombre de ses contrats gouvernementaux les plus lucratifs avaient été obtenus grâce aux informations que Carolina avait volées à Jonathan. Les accusations de fraude à elles seules pouvaient lui valoir des décennies de prison, mais les implications pour la sécurité nationale le mettaient en danger de réclusion à perpétuité. Son épouse, Shannon Gilmore Jacobs, avait déjà demandé le divorce et installé leurs enfants chez ses parents en Californie. Ses associés fournissaient des preuves à l'État en échange de réduction de peine. Ses avocats suggéraient des négociations de peine qui le maintiendraient en prison jusqu'à ses 70 ans. Depuis son bureau en attique, Jonathan observait la destruction qu'il avait orchestrée avec la même efficacité sereine qu'il avait mise à sa planification. Vincent Benjamin le tenait régulièrement informé de l'avancement de l'enquête. Le tribunal militaire d'Eric est prévu pour le mois prochain. Vincent a indiqué qu'il était accusé de complot, de trahison, de vol d'informations classifiées et de crimes financiers. Son avocat tente de négocier une peine, mais les procureurs militaires ne sont pas intéressés. Quant à Jacobs, les procureurs fédéraux le considèrent comme un risque de fuite. Son passeport a été révoqué et il est question de le transférer dans un établissement de haute sécurité. L'unité des crimes financiers affirme n'avoir jamais vu de complot d'une telle ampleur impliquant des contrats de défense. Jonathan hocha la tête. Et Carolina? C'est là que ça devient intéressant. Vincent sourit d'un air sombre. Elle n'est pas seulement accusée de complot. Le ministère de la Justice enquête sur son activité de consultante et a découvert qu'elle vendait des informations classifiées à des contacts étrangers depuis plus de 2 ans. Des informations auxquelles elle a eu accès grâce à votre habilitation de sécurité. La trahison finale était pire que Jonathan ne l'avait imaginé. Carolina n'avait pas seulement été infidèle et cupide. Elle avait été une traîtresse, utilisant leur mariage pour compromettre la sécurité nationale à des fins personnelles. La femme qu'il aimait avait systématiquement détruit tout ce qu'il avait construit tout en trahissant son propre pays. Jonathan s'approcha de sa fenêtre,
regardant le ptoak couler sous le soleil couchant. La première phase de sa vengeance était accomplie. Ses ennemis étaient démasqués, arrêtés et confrontés à toute la rigueur de la justice fédérale. Mais une véritable vengeance exigeait plus que des conséquences juridiques. Cela exigeait une destruction personnelle. Chapitre 6, le point de non-retour. La salle de conférence sécurisée du bâtiment fédéral vibrait de tension tandis que la procureure américaine Olivia Solomon présentait le dossier du gouvernement contre la conspiration. Étaient présents des représentants du ministère de la Justice, du Pentagone, de la NSA et Jonathan Hampton lui-même, désormais officiellement reconnu comme agent secret du renseignement. L'ampleur de cette trahison est sans précédent, annonça Solomon en désignant les tableaux qui couvraient les murs. Madame Hampton n'a pas seulement compromis les opérations de son mari. Elle a vendu des renseignements classifiés à des représentants de 3 gouvernements étrangers hostiles. Le colonel Lester ne se contentait pas de commettre des délits financiers. Il dénonçait systématiquement le personnel militaire occupant des postes classifiés. Monsieur Jacobs ne se livrait pas seulement à des fraudes contractuelles. Il utilisait des renseignements volés pour sous-enchérir de plusieurs milliards de dollars auprès d'entreprises de défense légitimes. Jonathan étudia les preuves avec un détachement professionnel. Enregistrements audio de la réunion de Carolina avec des agents du renseignement chinois. Dossier financier montrant qu'Eric avait fourni des informations à des contacts russes pendant 18 mois. Documents prouvant que Jacobs avait vendu des technologies de défense classifiées à des mandataires iraniens par l'intermédiaire de sociétés écrans. La trahison était plus grave que Jonathan ne l'avait soupçonné. Sa femme n'avait pas seulement été infidèle. Elle avait été un agent étranger de grande envergure, utilisant leur mariage comme couverture pour espionner. Eric n'était pas seulement un officier corrompu en quête d'avancement. C'était un traître qui avait compromis des dizaines d'agents infiltrés. Jacobs n'était pas seulement un homme d'affaires cupide. Il facilitait le transfert de secrets militaires aux ennemis de l'Amérique. Monsieur Hampton, poursuivit Solomon, compte tenu du caractère classifié de votre travail, nous ne pouvons pas juger cette affaire en audience publique. Cependant, nous pouvons garantir que justice soit rendue par les tribunaux militaires et les cours fédérales de sécurité. Jonathan hocha lentement la tête. J'apprécie la position du gouvernement, mais j'ai une autre préoccupation. Ces individus n'ont pas seulement commis des crimes contre l'État. Ils ont abusé de la confiance personnelle d'une manière qui exige des conséquences personnelles. Le silence se fit dans la salle. Tous les présents comprirent que Jonathan Hampton n'était pas seulement un mari trahi ou un agent de renseignement compromis. C'était un homme disposant des relations et des ressources nécessaires pour que la justice soit rendue bien au-delà de ce que pourrait offrir un tribunal. Procureur général adjoint André Petty se pencha en avant. Monsieur Hampton, bien que nous comprenions votre investissement personnel dans cette affaire, nous ne pouvons autoriser aucune activité extrajudiciaire. Bien sûr que non, répondit Jonathan avec un léger sourire. Je n'oserais même pas demander une autorisation officielle. Après la réunion, Jonathan se rendit au centre de haute sécurité où Carolina était détenue en attendant son procès. La femme qui l'accueillit dans le parloir ne ressemblait guère à la beauté sophistiquée qu'il avait épousée. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par une combinaison orange. Ses cheveux, parfaitement coiffés, pendaient en vrac autour de son visage, et son regard exprimait le regard hanté de quelqu'un dont le monde s'était complètement effondré. « Bonjour, Carolina, dit calmement Jonathan, assis en face d'elle à la table métallique. Jonathan, murmura-t-elle, incapable de soutenir son regard. Je ne savais pas qu'il le ferait. Arrêtez. Sa voix était basse, mais si autoritaire que Carolina se tut aussitôt. N'insultez pas mon intelligence avec des mensonges. Je sais pour Pékin, Moscou et Téhéran. Je sais pour les comptes suisses et les sociétés de numéros. Je sais que tu étais un agent étranger depuis avant notre mariage. Carolina pâlit. L'ampleur de son exposition était clairement pire qu'elle ne l'avait imaginé. Je suis venu te dire quelque chose d'important, continua Jonathan. Les procureurs fédéraux pensent que la prison à vie est une punition suffisante pour trahison. Ils ont tort. Que veux-tu dire? La voix de Carolina trembla. Jonathan se pencha plus près, ses yeux ne montrant aucune trace de l'homme qui avait autrefois déclaré l'aimer. Tu as vendu des informations classifiées qui ont causé des morts. Des agents de Carolina sur le terrain, des agents que nous avions cultivés pendant des années. Des agents dont les familles étaient convaincues que leur identité était protégée. Tu les as assassinés pour de l'argent. Je n'ai jamais voulu que quiconque le fasse.
Tu n'as pas le droit de prétendre être bien intentionné quand tu comptes le prix du sang, interrompit Jonathan. Les tribunaux te mettront en cage pour le reste de ta vie. Je vais te donner quelque chose de pire. Carolina le fixa, la terreur grandissante. Qu'est-ce que tu vas faire? Jonathan se leva pour partir. Je vais m'assurer que chaque personne qui meurt à cause de ta trahison est un membre de ta famille qui sache exactement qui tu es et ce que tu as fait. Chaque veuve, chaque orphelin, chaque parent qui a perdu un fils ou une fille à cause de ta cupidité. Ils connaîtront ton nom, ton visage et sauront exactement comment te retrouver. Tu ne peux pas faire ça, protesta Carolina avec désespoir. Je serai en détention préventive. La prison a son propre système judiciaire, Carolina. Et l'argent parle dans toutes les langues. Le sourire de Jonathan était si froid que tu aurais froid au cœur. Tu voulais détruire ma vie pour le profit. Maintenant, tu vas passer le reste de ta vie à regarder par-dessus ton épaule, à te demander quel gardien a été payé pour fermer les yeux, quel détenu a un parent mort à venger, quel repas pourrait être ton dernier. Alors que Jonathan s'éloignait, les cris de Carolina résonnèrent dans le parloir. Pour la première fois depuis son arrestation, elle comprenait vraiment l'ampleur de ce qu'elle avait déclenché. Elle avait trahi un homme qui n'avait pas que du pouvoir. Elle avait trahi un homme qui savait s'en servir sans limite ni pitié. Le jeu n'était plus une question de justice légale. C'était une question de survie. Et Carolina commençait à comprendre qu'elle était sur le point de perdre cela aussi. Chapitre 7. Le chasseur devient la proie. 6 mois après les arrestations, les procès fédéraux s'étaient conclus avec une efficacité dévastatrice. Eric Lester avait été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle après avoir été reconnu coupable de trahison, d'espionnage et de complot par un tribunal. Wendell Jacobs avait été condamné à des peines de prison à vie concurrentes par un tribunal fédéral pour son rôle dans la vente de secrets de défense à des gouvernements étrangers. Carolina subissait le même sort, son procès étant prévu pour le mois suivant. Mais la vengeance de Jonathan Hampton était loin d'être complète. Depuis ses bureaux reconstruits, l'enquête l'avait blanchi de tout acte répréhensible et rétabli ses habilitations de sécurité. Jonathan avait orchestré une campagne de destruction systématique qui allait bien au-delà des simples conséquences juridiques. Ses cibles lui avaient tout pris, sa confiance, son mariage, sa sécurité et, surtout, ils avaient fait tuer des agents de renseignement. Les tribunaux pourraient les emprisonner, mais seul Jonathan pourrait s'assurer qu'ils ont vraiment payé leurs crimes. Vincent Benjamin est entré dans le bureau de Jonathan avec une tablette contenant des rapports de surveillance. Carolina a été transférée à la ségrégation administrative après le 3e incident. Quelqu'un est venu vers elle dans le bloc de douche la semaine dernière. Quelqu'un a-t-il gravement blessé? Demanda Jonathan sans lever les yeux de son travail. Des blessures mineures, principalement des dommages psychologiques. Mais le mot se propage à travers la population carcérale de ce qu'elle a fait. Il s'avère que 2 des femmes de son bloc ont perdu des frères en Afghanistan. Opération compromise par les intelligences qu'elle a vendues. Jonathan hocha la tête. Il avait tranquillement assuré que les informations sur les trahisons de la Caroline ont atteint les oreilles droites dans le système pénitentiaire fédéral, et non par action directe. Cela aurait été trop traçable. Mais grâce à une manipulation minutieuse des réseaux d'information qui existaient déjà, un document divulgué ici, une conversation chuchotée là-bas, et soudain, les collègues détenus de Caroline ont compris exactement pourquoi leur fils et mari étaient morts dans des opérations qui auraient dû être en sécurité. Et Jacobs? Demanda Jonathan. La prison fédérale est plus difficile à pénétrer, mais nous avons fait des progrès. Ses anciens partenaires commerciaux ont partagé des informations sur ses activités avec d'autres détenus. Il s'avère que les entrepreneurs de défense ne sont pas populaires auprès des anciens combattants militaires purgeant une durée pour des infractions non liées. Wendell Jacobs découvrait que la prison fédérale contenait son propre système judiciaire. Les hommes qui avaient perdu des amis contre des appareils explosifs improvisés n'ont pas pris gentiment les entrepreneurs qui avaient vendu la technologie pour rendre ces appareils plus efficaces. Les gardes qui étaient des vétérans militaires eux-mêmes ont eu du mal à maintenir une protection professionnelle pour quelqu'un qui a trahi ses frères en armes. Mais Eric Lester connaissait la destruction la plus complète. Les prisons militaires exploitées par différentes règles, et Eric avait violé la confiance la plus sacrée dans les forces armées. Ses collègues détenus étaient tous des militaires qui avaient commis diverses infractions. Mais la trahison était dans une catégorie par elle-même. La guerre psychologique était méthodique et implacable. Eric Sell a été fouillé quotidiennement des raisons de sécurité,
interrompant son sommeil et empêchant tout sentiment de routine. Son courrier a été retardé ou perdu par des commis postaux qui étaient des vétérans des unités qui l'a compromise. Pendant les périodes d'exercice, d'autres détenus le heurtaient accidentellement, chuchotaient les noms d'agents morts à l'oreille, ou le regardaient simplement avec une haine non déguisée. Les plus dévastatrices étaient les photographies qui ont trouvé leur chemin vers lui. Photos de funérailles militaires, de cercueils drapés du drapeau, de veuves recevant des drapeaux pliés des gardes d'honneur. Chaque photographie portait une note simple. Vous avez fait ça. La pression psychologique le brisait systématiquement. Eric avait été un homme fort, un officier décoré habitué au stress et au danger. Mais ce n'était pas un combat. C'était une torture psychologique lente, méthodique conçue pour détruire sa santé mentale à la fois. Pendant ce temps, Jonathan étendait sa campagne au-delà des conspirateurs principaux. Chaque personne qui avait connu l'intrigue et n'a pas réussi à l'arrêter. Chaque fonctionnaire qui avait été compromis par l'intelligence volée. Chaque partenaire commercial qui avait bénéficié des activités illégales de Jacobs. Tous ont trouvé leur vie touchée par des conséquences qui semblaient aléatoires mais étaient en fait précisément orchestrées. Le sénateur William Curtis, qui avait reçu des briefings classifiés de Carolina en échange de votes de comité favorables, s'est soudainement retrouvé sous enquête sur l'éthique. Les preuves étaient apparues de manière anonyme entre les mains de journalistes d'investigation, mais la documentation était trop détaillée et exacte à ignorer. L'amiral Benjamin Allison, qui avait été le contact d'Eric en renseignement naval, a découvert que son implication avait été signalée à l'inspecteur général du Pentagone. Son autorisation de sécurité a été suspendue en attente d'enquête, mettant fin à sa carrière 6 mois avant la retraite. L'entrepreneur de défense Aurora Hage, qui avait blanchi les paiements de Jacobs à divers fonctionnaires, a appris que l'IRS avait reçu des dossiers financiers détaillés montrant sa participation à des régimes d'évasion fiscale. Les agents fédéraux ont fait une descente simultanément sur la maison et les bureaux, saisissant tout ce qu'elle avait construit sur 20 ans en affaires. Le modèle était clair pour quiconque cherchait attentivement. Tous ceux qui ont touché le complot étaient systématiquement détruits. Mais les preuves de leur destruction semblaient passer par des canaux d'investigation normaux, ce qui rend impossible de prouver que Jonathan Hampton orchestrait leur chute. De son bureau, Jonathan a regardé la couverture médiatique de la démission du sénateur Curtis avec satisfaction. Le journaliste discutait de la façon dont les nouvelles preuves avaient révélé un schéma de corruption que les enquêteurs émouvaient encore. Ce que le journaliste ne savait pas, c'est que Jonathan avait passé des années à documenter chaque instance de corruption qu'il avait rencontrée, en construisant des fichiers qui pourraient détruire les carrières et vivre avec une précision chirurgicale. Son téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant a montré Philip Brewer, son conseiller juridique. « Jonathan, nous devons parler. Le ministère de la Justice veut offrir à Carolina une bonne affaire de plaidoyer. » Jonathan a répondu immédiatement. « Vous n'avez pas encore entendu les termes. » « Je me fiche des termes, Philippe. Carolina meurt en prison ou elle meurt ailleurs. Ce sont les deux seules options. » Philippe était silencieux pendant un moment. « Jonathan, je comprends ta colère, mais non, tu ne le fais pas, » Jonathan a interrompu. « Vous comprenez les conséquences juridiques. Vous comprenez la justice comme définie par les tribunaux et les lois. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que certaines trahisons exigent des conséquences permanentes. » Après avoir terminé l'appel, Jonathan est retourné à son travail. 3 autres employés du Congrès trouveraient leur carrière détruite par des conseils anonymes sur leur implication dans le complot. 2 juges fédéraux qui avaient reçu des informations classifiées de Carolina feraient face à des procédures de mise en accusation. Une douzaine de dirigeants d'entreprises qui ont bénéficié des renseignements volés de Jacobs découvriraient que leurs entreprises étaient désormais sous enquête fédérale. Le réseau de la destruction s'étendait méthodiquement, touchant tous ceux qui avaient participé ou profité de la trahison des opérations de renseignement américains. La vengeance de Jonathan n'était pas seulement personnelle. Il était institutionnel, conçu pour envoyer un message que certaines lignes ne pouvaient jamais être traversées sans faire face à des conséquences qui s'étendaient bien au-delà de toute salle d'audience. Mais le message le plus important était personnel. Carolina, Eric et Jacobs avaient cru qu'ils pouvaient détruire Jonathan Hampton et repartir avec leurs bénéfices et leurs promotions. Ils étaient sur le point d'apprendre que certains hommes, lorsqu'ils étaient complètement trahis, répondent avec une impitoyabilité qui rend la survie impossible. Chapitre 8. Pas de pitié pour les méchants. La lettre est arrivée à la cellule de la prison fédérale de Carolina un mardi matin, livrée par des chaînes officielles, mais portant un message non officiel qui a fait tourner le sang. Il contenait une seule photo, sa sœur,
Antoinette Christensen, escortée de son bureau de droit de Georgetown par des agents fédéraux. L'écrêtage d'actualité qui l'accompagne a expliqué qu'Antoinette faisait l'objet d'une enquête pour un blanchiment d'argent lié au paiement des renseignements étrangers que Carolina avait reçus. Carolina regarda l'image avec une horreur croissante. Antoinette était innocente. Elle n'avait jamais été impliquée dans aucune des activités de la Caroline, mais les preuves semblaient dévastatrices. Les dossiers financiers montrant les paiements réguliers du cabinet d'avocats d'Antoinette au compte que Carolina avait utilisé pour ses activités d'espionnage. Bien sûr, ces dossiers ont été fabriqués, mais il serait impossible à réfuter compte tenu de la complexité des transactions financières internationales. Un garde est apparu à sa porte de cellule. « Hampton, vous avez un visiteur dans une salle de visite. » Carolina s'est retrouvée face à face avec sa sœur pour la première fois depuis les arrestations. Antoinette avait l'air épuisée et terrifiée. Son apparence généralement immaculée remplacée par le regard marqué de quelqu'un dont la vie s'effondrait. « Carolina, qu'as-tu fait ?» La voix d'Antoinette trembla d'émotion à peine contrôlée. « Ils disent que je vous ai aidé à blanchir de l'argent des gouvernements étrangers. Ils menacent de saisir ma pratique du droit, ma maison, tout ce pour quoi je travaillais. Je ne t'ai jamais impliqué dans quoi que ce soit, a protesté Carolina. Vous devez me croire, Antoinette. J'ai gardé mes activités complètement séparées de la famille. Expliquez ensuite comment mes comptes clients montrent des paiements à vos sociétés offshore, a demandé Antoinette. Produisant des documents que Carolina a reconnus comme authentiques mais impossibles. Expliquez comment les ordinateurs de mon cabinet d'avocats contiennent des communications cryptées avec vos contacts étrangers. Carolina a regardé les preuves avec une réalisation croissante. Jonathan ne l'avait pas simplement détruite. Il détruisait systématiquement tous ceux qui se souciaient. Les preuves contre Antoinette ont été fabriquées, mais suffisamment sophistiquées pour résister à un examen juridique. Sa sœur passerait des années à lutter contre les accusations qui la feraient faillite même si elle avait finalement gagné. Il fait ça, murmura Carolina. Jonathan te détruit pour me faire du mal. Qui est Jonathan Hampton? Antoinette a demandé désespérément, pourquoi ferait-il cela à notre famille? Carolina a regardé sa sœur, brillante, honnête, dédiée à la justice et à la loi, et s'est rendu compte qu'elle ne pourrait jamais expliquer la véritable portée de ce qu'elle avait déclenché. Comment pouvait-elle dire à Antoinette qu'elle avait trahi son pays pour de l'argent? Comment pourrait-elle expliquer que sa cupidité avait tué les agents de renseignement tués? Comment pouvait-elle admettre que son mari n'était pas seulement un homme d'affaires, mais un homme avec le pouvoir de détruire des vies avec une précision chirurgicale? Restez loin de moi, dit finalement Carolina. Ne visitez pas. N'appelez pas. N'essayez pas de m'aider. Peut-être que si vous vous éloignez complètement, il vous laissera tranquille. Mais même si elle l'a dit, Carolina savait qu'il était trop tard. La vengeance de Jonathan était complète et impitoyable. Quiconque avait bénéficié de sa vie, de quiconque l'aimait, de quiconque pourrait lui réconforter en prison. Ils seraient tous systématiquement détruits jusqu'à ce qu'elle n'ait rien d'autre que l'horreur de ce qu'elle avait fait. À la prison militaire, Eric Lester subissait sa propre tragédie familiale. Son ex-femme, Patricia Wilson, s'était remariée et avait changé son nom, espérant échapper à la stigmatisation de son association avec un traître condamné. Mais en quelque sorte, son nouvel employeur avait découvert son lien avec Eric. La société de sécurité privée où elle travaillait a nécessité des autorisations fédérales et des employés ayant des liens familiaux avec les actifs de renseignement étrangers étaient considérés comme des risques de sécurité. La résiliation de Patricia avait été rapide et dévastatrice. Dans le monde concurrentiel des contrats de sécurité, son association avec Eric l'a rendue sans travail. Elle avait déménagé 3 fois en 6 mois, essayant de trouver du travail sous son nom de jeune fille. Mais les informations ont toujours fait surface. Son nouveau mari, un homme bon qu'il avait épousé malgré son passé, commençait à se tendre sous la pression financière et sociale. Leurs enfants, les beaux enfants d'Eric, qu'il avait aidé à élever, souffraient surtout. Les camarades de classe avaient découvert leur lien familial avec le colonel du traître par le biais de recherches sur Internet et de médias sociaux. Ils ont fait face à un harcèlement quotidien à l'école, les enseignants qui ont du mal à traiter l'intimidation en fonction des liens familiaux avec les crimes de sécurité nationale. Eric a reçu des lettres de Patricia le suppliant de faire arrêter la persécution. Elle ne comprenait pas que son ex-mari était aussi impuissant qu'elle était contre la destruction systématique orchestrée contre toute personne liée au complot. La vengeance de Jonathan Hampton s'est étendue au-delà des objectifs principaux pour englober tous ceux qui pourraient leur fournir du confort ou du soutien.
Pendant ce temps, Wendell Jacobs apprenait que ses enfants font face à leurs propres conséquences. Son fils, Rowan Franklin Jacobs, avait été expulsé de West Point lorsque les enquêteurs ont découvert que son père avait utilisé des renseignements militaires volés pour financer l'éducation du garçon. Les violations du code d'honneur étaient claires. L'une avait bénéficié d'activités trahison le rendant inapte au service militaire. Sa fille, Lorna Houston Jacobs, étudiante en médecine à Johns Hopkins, s'est retrouvée sous enquête par le State Medical Board. Des questions ont été soulevées quant à savoir si son éducation avait été financée par des activités illégales, ce qui la disqualification de l'obtention d'une licence médicale. L'enquête prendrait des années à résoudre, mettant efficacement la mise en œuvre de sa carrière médicale avant qu'elle ne commence. De son bureau. Jonathan a examiné les mises à jour sur la destruction de chaque famille avec la même attention méthodique qu'il avait appliquée à la protection de la sécurité nationale. Les enfants ont été des dommages collatéraux, mais les dommages collatéraux nécessaires. Le message devait être absolu. La trahison de Jonathan Hampton n'a pas seulement détruit le traître, il a détruit tous ceux qu'ils aimaient. Vincent Benjamin a exprimé sa préoccupation quant à la portée de la campagne. Monsieur, certaines d'eux. Ces personnes sont vraiment innocentes. Les enfants n'avaient aucune connaissance des activités de leurs parents. Jonathan leva les yeux de ses dossiers. Vincent, combien d'enfants ont perdu des parents à cause du renseignement que Carolina a vendu? Combien de familles ont été détruites lorsqu'Eric a compromis les opérations d'infiltration? Combien d'épouses sont devenues veuves parce que Jacobs a donné à nos ennemis la technologie pour tuer plus efficacement les soldats américains? Point pris, monsieur. La trahison a des conséquences, a poursuivi Jonathan. Pas seulement pour le traître, mais pour tous ceux qui leur sont connectés. C'est ainsi que la confiance fonctionne dans notre monde. Lorsque vous le violez, la pénalité s'étend au-delà de vous-même. Le téléphone a sonné avec une mise à jour de ses sources du Congrès. 3 autres responsables liés au complot avaient annoncé leur démission sous pression des enquêtes en éthique. 2 juges fédéraux faisaient face à des procédures de mise en accusation. Une douzaine d'entrepreneurs de la défense avaient perdu leurs autorisations de sécurité et leurs contrats gouvernementaux. Mais l'appel le plus important est venu du système pénitentiaire lui-même. La Caroline avait été transférée à l'isolement cellulaire après avoir tenté de se suicider. Eric était sous observation psychiatrique après une rupture mentale complète. Jacobs avait été hospitalisé à la suite d'un coup sévère par des autres détenus qui avaient appris son rôle dans la vente de secrets militaires. Monsieur, a rapporté l'appelant, les 3 cibles principales sont brisées, psychologiquement, physiquement et financièrement détruites. Leurs familles sont dispersées et ruinées. Tout le monde lié au complot a fait face à des conséquences. Le message a été livré. Jonathan a raccroché et s'est dirigé vers sa fenêtre, regardant le ptoak couler sous le ciel du soir. La 3e phase de sa vengeance était complète. Ses ennemis n'étaient pas seulement emprisonnés. Ils ont été si profondément détruits que leur existence même a servi d'avertissement aux autres qui pourraient envisager de le trahir. Mais une dernière phase restait, la phase qui garantirait que cette trahison ne pourrait plus jamais se reproduire. Chapitre 9. La dernière leçon du dragon. 1 an après l'exposition du complot, Jonathan Hampton s'est tenu dans le bureau ovale, recevant la médaille présidentielle de la liberté pour son service extraordinaire à la sécurité nationale dans des circonstances qui nécessitaient un sacrifice personnel et un courage exceptionnel. Le président, flanqué du directeur du renseignement national et du secrétaire à la défense, a parlé des contributions de Jonathan à la prévention de l'une des violations de renseignement les plus graves de l'histoire américaine. Ce que le public ne savait pas, c'est que Jonathan avait aidé à exposer le complot en lui permettant de se développer suffisamment loin pour identifier chaque participant, chaque contact étranger et chaque opération compromise. Sa victimisation apparente avait été une opération de renseignement soigneusement orchestrée qui avait enroulé des réseaux ennemis sur 3 continents. Votre volonté de subir une trahison personnelle pour la sécurité nationale illustre les idéaux de service les plus élevés. Le président a déclaré en plaçant un métal autour du cou de Jonathan. Les renseignements recueillis par cette opération ont empêché de multiples attaques terroristes et exposé des agents étrangers opérant au plus haut niveau de notre gouvernement. Après la cérémonie, Jonathan est retourné à son siège social élargi. Hampton Strategic Consulting s'était développé de façon exponentielle à la suite de la publicité de son service gouvernemental. Les entreprises et les particuliers qui étaient auparavant sceptiques quant à ses méthodes étaient désormais en concurrence pour son attention. Plus important encore,
sa réputation en tant que personne qui n'a jamais oublié une trahison et n'a jamais pardonné à un ennemi avait atteint les oreilles droites dans toute la structure du pouvoir de Washington. Son cercle intérieur avait également évolué. Trudy il avait été promue directrice adjointe, gérant efficacement des opérations quotidiennes tandis que Jonathan se concentrait sur la planification stratégique. Philip Brewer était passé d'un conseiller juridique au chef de l'exploitation, supervisant l'expansion de l'entreprise dans de nouveaux marchés. Vincent Benjamin a continué à servir de chef de la sécurité, mais a maintenant commandé une équipe d'anciens agents militaires et de renseignement, qui a géré les exigences les plus sensibles de Jonathan. Les rapports de statut finaux sur ses ennemis ont fait une lecture satisfaisante. Carolina avait été retrouvée morte dans sa cellule de prison 3 mois plus tôt. A officiellement jugé un suicide, mais compris par toutes les personnes impliquées comme ayant été aidées par des autres détenus qui avaient perdu des membres de la famille à cause de ces trahisons. Sa sœur, Awanette, avait perdu sa pratique du droit et avait déclaré des accusations de lutte contre la faillite qui ont finalement été abandonnées, mais seulement après la détraction de sa carrière et de sa réputation. Eric Lester est resté dans la prison militaire, mais son esprit avait été brisé par la pression psychologique systématique et la connaissance que sa famille a continué à subir des conséquences pour ses crimes. Son ex-femme avait divorcé de son deuxième mari et a déménagé dans les régions rurales du Montana avec les enfants, tenté d'échapper à la stigmatisation qui les a suivis partout. Le fils d'Eric avait rejoint l'armée sous un nom supposé, désespéré de rétablir l'honneur à un nom de famille qui était devenu synonyme de trahison. Wendell Jacobs était décédé en prison fédérale après un coup qui lui a laissé coma pendant des semaines avant que son soutien à la vie ne soit déconnecté. Ses enfants s'étaient éparpillés à travers le pays, changeant leur nom et essayant de construire des vies libres de l'héritage de leur père. Son épouse s'était suicidée 6 mois après sa mort, incapable de faire face à la ruine financière et à l'ostracisme social. Mais la victoire la plus importante de Jonathan a été institutionnelle. L'exposition du complot avait conduit à des réformes complètes des renseignements militaires, à une nouvelle procédure de surveillance pour les entrepreneurs de défense et à des protocoles de sécurité améliorés qui ont rendu les trahisons similaires beaucoup plus difficiles. Plus personnellement, la réputation de Jonathan avait évolué de celle d'un consultant à succès à quelque chose qui approche de la légende. Un homme dont les ennemis ont simplement disparu, dont les amis ont prospéré au-delà de la mesure et dont la parole portait le poids de l'autorité présidentielle. Assis dans son bureau, Jonathan a examiné une proposition de la centrale Intelligence Agency pour formaliser son rôle de couverture profonde avec une autorité et des ressources élargies. L'offre était tentante. Le soutien officiel du gouvernement fournirait une protection et un accès encore plus élevé. Mais Jonathan avait appris que le vrai pouvoir provenait de l'opération dans les espaces entre les canaux officiels où la responsabilité était limitée et que les méthodes étaient sans restriction. Son téléphone a bourdonné un texte de Shannon Gilmore, un sénateur junior de Californie qui avait été utile pendant l'enquête. Jonathan, je suis confronté à une recherche sur l'opposition qui est devenue très personnelle. Seriez-vous disponible pour consultation ? Jonathan sourit en tapant sa réponse. Sénateur, je vais l'examiner immédiatement. Certains problèmes nécessitent des solutions spécialisées. C'est ainsi que Power a vraiment fonctionné à Washington. Pas par le biais de canaux officiels ou de processus publics, mais à travers des conversations silencieuses et des interventions invisibles. Jonathan avait construit un réseau de personnes qui lui devaient des faveurs. Craignait ses capacités ou les deux. Ses ennemis avaient appris que le trahison avait des conséquences qui s'étendaient bien au-delà de la punition juridique, tandis que ses alliés comprenaient que sa protection était absolue et que sa mémoire était longue. Un coup à sa porte a interrompu ses pensées. Vincent Benjamin est entré avec une tablette contenant des rapports de surveillance du monde entier. Monsieur, nous avons identifié 3 autres agents de renseignement étrangers essayant de pénétrer les entrepreneurs de défense en utilisant des méthodes similaires à l'opération Jacobs. En outre, il y a des indications que l'intelligence chinoise tente de recruter la veuve de l'un de nos anciens actifs. Jonathan hocha la tête. Recommandation, éliminer la menace avant son développement. Nous avons l'autorité légale et la capacité opérationnelle approuvée. Mais Vincent, assurez-vous que le message est clair. Quiconque cible les opérations de renseignement américains ou tenter de compromettre notre peuple fera face à des conséquences qui rendront le complot de Jacob miséricordieux. Alors que Vincent est parti pour coordonner l'opération, Jonathan est retourné à sa fenêtre donnant sur le Ptoak. La rivière coulait sans cesse vers la baie de Chesapeake, emportant les restes de ce qu'il avait vu tout en poursuivant son voyage éternel. Comme la rivière, Jonathan s'était adapté au paysage autour de lui, devenant une force de la nature qui a remodelé tout ce qu'elle touchait.
Le complot qu'il avait presque détruit l'avait plutôt transformé en quelque chose de plus dangereux et plus puissant que ses ennemis ne l'avaient jamais imaginé. Carolina, Eric et Jacob ont cru chasser un homme d'affaires prospère. Ils ont découvert trop tard qu'ils étaient en fait de la proie traquée par un prédateur dont la patience était illimitée et dont la mémoire était parfaite. En fin de compte, ils avaient obtenu exactement ce qu'ils avaient donné. Trahison, souffrance et destruction. La seule différence était que la version de Jonathan était permanente, complète et servait d'avertissement à toute autre personne qui pourrait envisager de le traverser. Le dragon avait enseigné sa dernière leçon, et Washington l'avait bien appris. Certains hommes pourraient être battus, achetés ou cassés. Jonathan Hampton n'était pas l'un d'eux. Il était une force de la nature, une conséquence attendant de se produire, un rappel que dans le monde de l'ombre où le pouvoir vivait vraiment, la trahison était le seul péché qui ne pourrait jamais être pardonné ou oublié. La rivière a continué de couler, emportant le passé tout en révélant l'avenir. Et dans son bureau au-dessus de l'eau, Jonathan Hampton prévoyait un monde où la loyauté a été récompensée absolument et la trahison a été punie sans pitié ni limite. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.